Tu as 1000 regrets, tu m'as dit. Oui, non, enfin des regrets. Ce qui manque un petit peu dans la première image, ce qu'on n'a pas dit, on n'a pas eu le temps, on était très court, c'est de montrer que l'histoire de ce fœtus, c'est aussi l'histoire effectivement de son individuation au sens moderne du terme, c'est-à-dire la conscience. Et moi, je veux bien. L'individuation, merci, c'est je suis un et différent de tout autre, on pourrait le dire comme ça, par l'acte même où je prends conscience que je suis. Et quelque part, et c'est ça qui est intéressant aussi avec le langage, c'est que c'est l'expérience d'un sevrage. Pourquoi ? Parce que le se de séparation a connu une évolution cognitive. Tu penses qu'on est déjà dans le sevrage avec le fœtus astral ? Vers une voie qui conduit à l'autonomie à partir d'une unité biologique, cosmologique, mais oui, on est déjà dans l'expérience d'un sevrage. Alors pas seulement du sevrage tel qu'on le pratique, qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire de la rupture de l'enfant avec l'alimentation par le sein maternel. Non, un sevrage symbolique, c'est-à-dire l'acquisition d'une conscience de soi comme séparée. Et cette acquisition, c'est ce que... j'ai pas pu dire cette belle phrase de Louis Lavelle qui dit que le propre de la conscience, c'est de rompre l'unité, d'opposer un être qui dit « moi » au tout dont il fait partie. Et il continue en disant « dans l'intervalle qui les sépare, cette conscience produit l'interminable communication qui les unit ». Donc on est dans un rapport, encore une fois là, de séparation et d'unité. Condition de la communication. Mais, voilà, mais ce qui est passionnant, c'est que ce sevrage dont je parle, c'est effectivement une forme de distanciation réflexive qui se crée au cours du temps. Effectivement, elle est progressive. Et cette distanciation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, pour avoir conscience de mon existence, et c'est ça le paradoxe, il faut que je me trouve exclu de son contenu. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est de là l'intérêt du texte d'Amélie Nothomb. Il ne vivait pas, il existait. Oui. Il existait. Il était dans l'existence pleinement. Parce que moi, je suis plus immanentiste, moins humaniste. C'est-à-dire, j'aurais plutôt tendance à considérer que l'individu jaillit du tout à l'instant où il se sait inclus en lui. Spinoza pose que pour repérer un objet dans sa singularité, il ne faut pas l'abstraire du tout. On ne peut pas abstraire les choses pour les penser dans ce qu'elles ont de singulier. Au contraire, il faut les resituer dans la série causale spécifique qui fait qu'elles sont ainsi et pas autrement. De sorte que pour les singulariser, c'est-à-dire les séparer de cet ensemble, il faut commencer par les inscrire dans l'ensemble. Que la séparation d'avec l'ensemble passe par une inscription dans l'ensemble. C'est pour ça qu'il pense la possibilité d'un individu, mais d'un individu qui par ailleurs appartient au monde et se conçoit comme une partie de l'entendement infini de Dieu. Tu vois ? Bien sûr. De là le fait que ce que je t'ai dit de Dieu, en fait, je pensais à Spinoza plus qu'à Nietzsche ou au philosophe du soupçon, c'est-à-dire au moment où le Dieu dont on est séparé, c'est un Dieu qui a forme humaine. Alors que le Dieu dont on fait partie, c'est un Dieu qui n'est pas humain, qui est silencieux, qui n'a pas de sens, qui ne donne pas de sens à la vie, qui n'est pas là pour ça, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et dont on est d'autant plus séparé, d'une certaine manière, qu'on lui appartient ou qu'on en fait partie. Ouais. Et ça, ce serait mon regret, ça, pour le coup, de ne pas avoir eu le temps de développer ça. Et sinon... Mais sinon, il y avait ce second volet d'une réflexion sur la séparation à partir de l'état actuel du monde pour le fait de vivre ensemble, notamment à deux, comme disait Aragon, cet enfer moderne, on ne sait plus ce que c'est que d'être deux aujourd'hui. Comment le penser ? Comment penser cette difficulté de l'union actuellement ? Pourquoi nous séparons plus qu'hier ? Alors, s'agit-il de vouloir vivre une autre forme d'union ? S'agit-il de vouloir se séparer de toute forme d'union ? Alors, le sujet, comme toujours, est infiniment complexe, mais on pourrait relier cette idée de séparation nouvelle, on pourrait la relier à l'idée d'une émancipation sociale de l'individu. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on se sépare plus qu'hier. Pourquoi ? Parce que, par exemple, il y a le désir d'une plus grande liberté sociale. Pourquoi ? Parce qu'il y a un relâchement du carcan socio-religieux. On ne se met plus ensemble pour les mêmes raisons. Les exigences ne sont plus les mêmes. Et puis, il y a des facteurs logiques. L'allongement de la durée de vie, qui augmente d'autant plus le risque de la séparation. Il y a aussi l'idée qu'on est peut-être moins séparé de la personne avec qui... dont on est... Enfin, il est plus... deux personnes qui passent leur vie ensemble et qui la passent tellement qu'à la fin ils finissent par ne plus se parler ou par ne plus rien se dire, sont plus séparés que deux personnes qui, se séparant, conservent une forme de lien justement dont la distance serait la condition. Oui. Mais il me semble quand même qu'il y a un malaise aujourd'hui, un malaise dans la civilisation, les philosophes en pondent régulièrement, mais enfin, sans être complaisant avec cette idée, je crois
En tout cas, il faut tirer une sonnette d'alarme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous nous séparons plus qu'hier, ce n'est pas seulement à cause d'une émancipation sociale positive, mais je dirais d'une contagion entre le modèle de consommation que nous avons, qui est plutôt une logique de consommation, contagion sur le modèle de la relation à autrui. Et c'est vrai que cette question que j'avais envie de poser, que je n'ai pas eu le temps de poser, c'était, et ça fait partie aussi de mon travail aujourd'hui à partir de la séparation, c'est en vient-on effectivement à changer de partenaire aujourd'hui, parce que nous avons de plus en plus du mal à nous inscrire dans la durée d'une relation. Donc en vient-on à changer de partenaire avec le fantasme toujours de trouver mieux, comme si dans le domaine effectivement des relations, des sentiments, il devenait possible de comparer des produits et d'acquérir le dernier modèle plus innovant, plus puissant, plus séduisant, etc. Et effectivement, en clair, l'être humain peut-il devenir obsolète à l'égal d'un objet? Alors, tout de suite, quand je dis ça, je dis immédiatement, tout le monde ne cède pas à cette consommation. Il y a vraiment de la résistance et il faut être très humble par rapport au fait que beaucoup de gens tentent l'aventure d'être encore ensemble à deux en s'inscrivant dans la durée. Mais cette logique fait pas mal de victimes. En même temps, on pourrait dire le comparatisme, si j'ose dire, la logique comparatiste, le côté je compare les individus entre eux ou les conquêtes entre elles, le comparatisme, c'est pas forcément l'apanage du séducteur ou du volage ou de la volage. Non, mais là, c'est la confusion, c'est la contagion d'un modèle sur l'autre. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui multiplie les partenaires ne les compare pas nécessairement. Par exemple, dans l'insoutenable légèreté de l'être, tu te souviens de ce personnage de Thomas? Thomas est un séducteur, c'est un carreleur, il passe son temps à coucher avec des filles différentes. Et on lui demande ce qu'il cherche à chaque fois, et il répond, je cherche ce millionième de dissemblable qu'il y a entre les gens. Donc il ne les compare pas, il s'attache à ce qui les distingue. C'est vrai, mais en même temps, on pourrait s'interroger sur ce qu'est le moteur du désir aujourd'hui, qui pour moi tourne un peu à plein régime dans l'être en puissance et non en acte. C'est-à-dire qu'on est dans une philosophie de la puissance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la chose réalisée dans le présent, je dirais la relation, n'intéresse pas ou peu. Et elle n'a de valeur qu'en rapport à ce que je pourrais, d'une certaine manière, posséder demain. Et ce que j'appellerais la boulimie, c'est-à-dire la pathologie du consommé, c'est finalement la négation du présent, dans la projection permanente de la relation et de l'objet à venir et à acquérir. Et moi, le vrai malaise, le vrai vertige, je ne dis pas que c'est encore une réalité, mais c'est quand on peut prendre conscience que d'une certaine manière, il y a cette contamination d'une logique, d'une pulsion de consommation qui non seulement épuise le désir parce qu'on n'en peut plus de ça, et qui, en même temps, détruit à l'intérieur, travaille les consciences en profondeur sur ce qu'est réellement la relation à autrui. Et moi, je pense que, de ce point de vue-là, il y aurait quelque chose à dire en faveur de la réparation. Et j'aime ce mot, parce qu'à une lettre près, on change d'optique, on change d'horizon, on change de responsabilité. La réparation, pourquoi? Parce qu'il s'agit peut-être aussi aujourd'hui de se poser face à cette question de la séparation plus négative, face à une réparation qui pourrait effectivement donner les moyens de construire une relation s'inscrivant dans la durée. Alors, je ne suis pas en train de faire l'angélisme, je ne dis pas vivons ensemble longtemps, le plus longtemps possible, c'est pas ça la question. Non, mais en revanche, juste une question. Est-ce que l'expression, enfin, disons, le manque dont la douleur associée à la séparation et l'expression n'a pas pour effet, d'engendrer tout autant la multiplication des conquêtes, c'est-à-dire le comblement vain et indéfini d'un manque à être, en somme, qu'on viendrait combler par des individus différents, comme d'engendrer le goût d'une relation durable qui satisferait une fois pour toutes le manque en lui-même. En somme, est-ce que entre Don Juan d'un côté et l'irréprochable Marie qui essaie d'inscrire et de construire, rien de plus noble, son histoire dans une durée, est-ce qu'il n'y a pas dans les deux cas l'expression d'une même hantise, qui est justement la hantise de la séparation et le manque que cette séparation induit? Est-ce qu'en somme, l'accumulation des conquêtes comme la construction d'une relation durable ne sont pas les deux effets d'un rapport à la séparation qui est un rapport douloureux? Mais toute séparation est douloureuse, de toute façon, sur le plan affectif. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Mais non, elle peut être nécessaire, mais si c'est vécu comme un vide ou comme un manque,
Si en somme la solitude Mais est de quel vécue manque comme une s'agit-il? séparation, voilà. Un manque de quelle nature? Il faudrait définir la nature du manque. Est-ce que c'est un manque parce que là, justement, quand je parle de contagion du modèle, le manque, il est matériel, quasiment. Oui, mais le manque matériel, il vient combler. C'est une substitution, oui, on est d'accord. Il vient combler, tu as des défauts d'être, tu le compenses par l'avoir. Bon, mais tu te trompes d'outil. On est d'accord. Mais justement, cet épuisement du désir aujourd'hui ne s'augmente que parce qu'il n'y a pas une véritable ouverture qui se pose face à ce manque. Quand je dis une ouverture, c'est-à-dire évidemment penser un lien à ce qui peut-être dépasserait simplement le désir humain de posséder tout de suite, d'agir dans le présent, mais d'essayer de projeter un peu, de se projeter. Sortir de l'ordre de la consommation, de l'ordre ou du comblement. Oui, c'est pour ça que quand je dis qu'il y a quelque chose à dire en faveur de la réparation, c'est dans ce sens-là, sachant que... Qu'est-ce qu'on répare alors? C'est ça. Mais ça veut dire quoi réparer? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on répare? Et c'est intéressant de penser la réparation aujourd'hui parce que d'abord il faut la sortir d'une ornière de préjugés qui consiste à faire de cette notion soit une moralité établie, préétablie, après une faute, soit même qui concerne la mécanique automobile ou l'informatique, mais là encore, justement, on a un rapport avec la consommation. Et c'est intéressant. Non, et on retrouverait la première image de l'émission avec le fœtus astral parce que la réparation, tout comme la séparation, concerne des enjeux primordiaux sur le vivant. On la trouve aussi bien en biologie. Une cellule se répare des milliers de fois par jour pour transmettre le gène identique. Je ne suis pas spécialiste, mais enfin, je travaille avec des biologistes de ce point de vue et c'est vrai que pour eux, cette notion est fondamentale en écologie avec cette notion de résilience qu'on retrouve en psychologie. Bref, c'est un chantier énorme. Et qui permet vraiment de penser, je dirais, ce rapport à la consommation, ce rapport à un autre type de responsabilité et d'engagement qui, pour moi, est un chemin qui s'ouvre. Je ne dis pas que c'est la notion clé. En tout cas, moi, je suis intéressé, ne serait-ce que par le langage lui-même. Oui, c'est ça. La conversion de séparation en réparation. Il y a quelque chose de ludique même dans cette donc façon. Tu prends un laboratoire et tu transformes le S en R. Oui, voilà. Bon, c'est bien tout ça.